Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à Lisa Mode avec Thomas Bucaille. En quelques minutes, je suis allée prendre un petit café et puis j'ai vu un intervenant qui a parlé de master, de création de marque. On est passé devant un Fab Lab avec une machine imprimante 3D. Dans le couloir, il y avait deux jeunes filles qui déroulaient un grand patron pour faire des vêtements. Donc, on voit bien qu'on est dans une école de mode et dans la modernité. Je serais ravie, Thomas, que tu nous expliques ce qu'on apprend à Lisa Mode. On apprend, beaucoup de choses. En fait, en un mot, on apprend, tout ce qu'il faut savoir pour, faire de sa passion, un métier. Tous les métiers de la mode. Lisa Mode Paris est effectivement, l'une des plus importantes écoles de mode à Paris, tant en ce qu'on appelle fashion design, c'est-à-dire la création et la réalisation de vêtements, qu'en fashion business, c'est-à-dire essentiellement la communication, le marketing. Donc, effectivement, la mode, c'est pas que dessiner des vêtements, c'est aussi manager une marque de mode. Alors évidemment, et d'ailleurs il y a une très très grande diversité dans le paysage industriel. Effectivement, on a, nous, des anciens qui ont des petites marques de mode à 2, 3, 4, 5 personnes, mais les grands noms que sont un Chanel, un Hermès ou les grandes maisons du groupe LVMH, c'est tout autre chose. C'est l'industrie de la mode et du luxe en France, c'est 600 000 personnes directes, plus les gens qui travaillent dans les boutiques. Une maison comme Chanel, c'est 20 milliards d'euros. Il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises françaises de cette taille et donc avec une diversité de métiers qu'on a du mal à connaître. Je serais ravi d'ailleurs de vous guider dans ce paysage. Effectivement, on reparlera des métiers. Parlons déjà des études. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes bacheliers qui ont envie d'intégrer le secteur de la mode plus tard? Alors on propose des bachelors et des masters. Je vais commencer par les bachelors. 2 bachelors, un bachelor stylisme et design de mode qui est destiné aux jeunes qui se consacrent vraiment, comme je disais, à la conception, à la réalisation de vêtements, et le bachelor fashion business qui lui centré autour de la partie de la compréhension de l'univers de la mode, du business de la mode, du marketing, de la communication, de la gestion de réseau. Et puis les masters? Les masters, on a 4 masters, 2 en design. L'un, fashion design et innovation, c'est vraiment devenir le designer de demain. Et le master création de marque, qui est davantage, on va dire, business for designer, c'est permettre aux designers de comprendre assez leur environnement, marketing, légal, financier, pour bien fonctionner dans une entreprise de mode. Et puis, à côté de ça, on a 2 masters dans le business, un master de management de la mode et du luxe qui se trouve être en e-learning, on pourra y revenir, et un nouveau Master of Arts, Fashion Communication and Branding, qui est un double diplôme avec une université anglaise, Regent's University. Et là encore, on pourra en parler plus en détail, mais qui offre la spécificité non seulement de donner un titre français, mais un diplôme universitaire international. Donc les bachelors, c'est en 3 ans. Vous délivrez un diplôme RNCP. On délivre des titres RNCP, des titres niveau 6, bachelor, stylisme et design de mode, et responsable marketing. D'accord. Les masters, donc c'est 2 ans de plus, donc ça c'est équivalent à un bac plus 5. Absolument. Et là encore, on décerne des titres professionnels. Et pour ce qui est du nouveau Master Fashion Communication and Branding, en plus, c'est un double diplôme, un Master of Arts de Regent's University. Très bien. Il y a certains parents qui peuvent être inquiets de voir que les diplômes, les titres décernés sont des titres RNCP. Comment est-ce qu'on peut les rassurer? Pour leur dire, d'abord, c'est des titres reconnus par le ministère de la formation professionnelle, du travail. Ce sont des titres qui sont renouvelés régulièrement. Donc, l'autorisation ou la reconnaissance n'est pas acquise depuis 50 ans, mais suivant les titres, entre 2 et 5 ans, et qui font l'objet, au moment du renouvellement et entre les renouvellements, de contrôles extrêmement serrés. On a 2 à 3 jours d'audit par an de la part d'organismes tiers qui garantissent le sérieux de tous nos process et la qualité de nos diplômes. Et puis j'imagine que ces diplômes-là, ils sont aussi reconnus par les entreprises. Alors, ils sont tout à fait reconnus par les entreprises, puisque quand on les remet au goût du jour, c'est à travers des enquêtes avec nos partenaires d'entreprise.
Qu'est-ce qu'il en est de la poursuite d'études avec les titres que vous délivrez? Les titres qu'on délivre permettent d'avoir des crédits. Alors, techniquement, ça s'appelle le CTS. Eux, c'est au niveau européen. Ça veut dire que nos titres sont reconnus à l'international et permettent de poursuivre des études en France et à l'international. Et la plupart des masters français ou européens sont accessibles à des titulaires d'un bachelor RNCB. D'accord, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on apprend ces métiers de la mode? On apprend en faisant et on apprend au contact de professionnels. Alors, on est une école qui forme les pros de la mode de demain et pourquoi on forme les pros de la mode de demain? Parce que la plupart de nos intervenants sont des gens qui exercent dans l'industrie ou qui ont exercé récemment dans l'industrie. Donc, ce qu'ils transmettent à nos étudiants, c'est la réalité de la mode d'aujourd'hui et leur vision de la mode de demain. Deuxièmement, c'est une pédagogie par projet et par pratique, si vous voulez. Pour ce qui est du design, les étudiants conçoivent leurs vêtements, les réalisent, c'est-à-dire qu'ils en font le patron et ensuite ils le cousent. C'était très drôle, récemment j'ai des étudiantes qui sont parties en Chine, grâce à nous, participer à une compétition étudiante et le jury était bluffé par la qualité de réalisation. On n'arrivait pas à croire que ce soit les étudiants eux-mêmes qui les réalisaient et non pas qu'ils les fait faire par des usines. Ce qui, auprès des professionnels, est un élément très important. Et l'autre jour, on avait des grandes recruteuses de LVMH, de Vuitton notamment, qui apprécient énormément que les étudiants, les étudiantes réalisent eux-mêmes les détails, les finitions, sachent construire un vêtement et ces sortes de choses. Donc cet ancrage dans la réalité est très très important. Troisièmement, ce sont soit des cas d'entreprise, soit carrément des coopérations avec des entreprises. On travaille sur leur brief, soit par filière, soit en commun. Très bien. Donc de la pratique, de la pratique, de la pratique. Absolument. Un peu de théorie quand même pour comprendre et savoir. Il y a de l'histoire de la mode, il y a comprendre les concepts marketing. Évidemment, il y a tout un bagage théorique qui dialogue avec la mise en œuvre pratique. La pratique, est-ce qu'elle se traduit aussi par des stages, de l'alternance? Alors, les choses sont un petit peu différentes selon qu'on parle du fashion design, où la pratique, elle se fait beaucoup dans nos ateliers. On a 4 ateliers pour les étudiants dans cette discipline, plus un centre de Fab Lab, très bien équipé. Et là, la pratique, elle se fait dans la réalisation de sa collection. En fin de 3e année, les étudiants et les étudiantes présentent 6 silhouettes, donc environ 15 à 18 pièces, dont certaines vont aller défiler après. Et donc ça, c'est vraiment l'ossature de la formation en fashion design. En fashion business, dès la première année, ils sont encouragés à faire des stages et la 3e année est ouverte à l'alternance. En fashion design, le bachelor n'est validé qu'à l'issue de 6 mois d'expérience professionnelle cumulée. Donc dans les 2 cas, on a de l'expérience professionnelle en entreprise. D'accord. En master, c'est des masters en alternance. On a dit qu'il y avait un master en e-learning. Oui. Alors, sur les 4 masters, il y en a 3 qui sont ouverts à l'alternance. Le seul qui ne le soit pas, c'est le master fashion design et innovation, parce qu'on a le sentiment que dans les studios, les stages sont privilégiés. Donc, leur scolarité est organisée de manière un petit peu différente. En revanche, sur les 3 autres masters, ils sont ouverts à l'alternance, sur des rythmes différents, mais qui permettent véritablement d'avoir des expériences professionnelles intéressantes. Le master en e-learning, lui, se fait entièrement à distance avec quelques séminaires en présentiel. Il est organisé de telle sorte que les étudiants soient en entreprise 4 jours par semaine et travaillent pour leur master 1 jour par semaine. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un master qui est extrêmement flexible, donc qui permet d'apprendre à son heure, à son rythme, quel que soit le lieu, quel que soit le médium, depuis l'ordinateur dans un bureau jusqu'au téléphone dans les transports. Et il offre comme ça une souplesse d'apprentissage qu'on va renforcer à partir de l'année prochaine. On a d'ores et déjà des chatbots très puissants qui permettent d'accompagner l'étudiant dans son apprentissage. Mais on va placer ça au cœur de l'apprentissage, encore plus à partir de l'année prochaine. Donc, donner un parcours de formation plus interactif, plus personnalisé. On a dit qu'il y avait un Fab Lab, on a parlé effectivement de certaines parties des locaux. On est en plein cœur de Paris. Est-ce que tu peux peut-être parler du bâtiment dans lequel on est? Alors, on a la chance d'avoir emménagé il y a 4 ans dans un bâtiment qui est à l'ombre, je dirais, du Panthéon. Donc, il est entièrement rénové, tout étant dans un quartier assez magique. On est en plein cœur du quartier latin.
pas loin des grands lycées, des grandes écoles et d'un quartier étudiant avec beaucoup de kebabs et de petits restos qui permettent de se restaurer pas cher. Et pour l'anecdote, on est à 2 pas de l'appartement de la place d'Emily in Paris, qui nous permet d'attirer beaucoup d'étudiants étrangers qui sont sensibles au charme de la capitale. Mais c'est enfin un quartier très central, bien desservi, très safe et qui est vraiment idéal pour apprendre. On a parlé des étudiants étrangers. Est-ce que tu connais un peu la part de ce nombre d'étudiants étrangers? Alors, on est une école qui accueille volontiers les étudiants étrangers, d'autant plus que tous nos cours sont dupliqués en français ou en anglais. Donc, on peut faire, qu'on soit français ou étranger, toute sa scolarité en anglais et toute l'administration est bilingue et les profs qui enseignent en anglais, généralement, n'ont pas le français comme langue maternelle. On a environ 15% d'étudiants étrangers. C'est une part qui croît et qui doit croître. Mon objectif, c'est de faire une école qui soit vraiment ouverte à l'international, véritablement diverse, mais sans qu'aucune nationalité ne prenne le pas. Donc c'est une dynamique qu'on a enclenchée et qui va se poursuivre. Est-ce qu'il y a une dimension internationale aux études? Absolument. Non seulement on accueille des étudiants internationaux, environ 15% de nos étudiants, mais on offre la possibilité, dès la 2e année, de faire un échange de type Erasmus. Donc, partir un semestre à l'étranger. On a des accords dans une demi-douzaine de pays européens. On est en train de développer des accords similaires avec la Chine. Ensuite, en master, il y a d'autres accords qui permettent de partir à Londres ou à Milan. On est en train de développer un accord avec la Chine qui permet de faire une 4e année à Pékin ou à proximité de Shanghai. Les étudiants français, qu'est-ce qu'ils ont comme background? Ils viennent de quel type de bac? Alors, ils viennent absolument de tout type de bac, que ce soit des bacs généraux, des bacs spécialisés, métiers de la mode ou autres. Du moment qu'il y a le bac, nous, on accueille tout le monde. Et je dirais que notre vocation est quand même très inclusive. Tous les jeunes qui sont véritablement passionnés, véritablement engagés, véritablement prêts à travailler beaucoup, on les accueille les bras ouverts. Et notre job, c'est vraiment de les faire réussir tous. Donc, il n'y a pas besoin de maîtriser des techniques particulières avant d'arriver à l'école. Ça, c'est notre métier. C'est de leur apprendre leur métier, ces techniques. En revanche, ce que je réclame, ce que j'attends, c'est de la curiosité, des étudiants qui sont engagés et qui sont prêts à participer à la bonne ambiance qu'on souhaite faire régner à l'école. Donc de la motivation, de la curiosité, un peu de persévérance, Oui. mais une bonne ambiance. Voilà. Et nous-mêmes, on a conscience du fait que, en sortant du bac, c'est la fin d'un premier chapitre et l'ouverture d'un deuxième, que c'est pas forcément facile, ni pour eux, ni pour les parents qui les entourent. Et notre job, c'est quand même de les soutenir dans ces moments-là pour créer un climat d'apprentissage qui soit fécond. Ma conviction, c'est qu'on apprend mieux quand on se sent bien. Et donc, c'est ça qu'on essaie de construire pour leur permettre de s'épanouir, de se développer, d'aller au bout de leur personnalité, de devenir eux-mêmes, comme je leur dis à la rentrée. Vous avez 3 ans pour devenir vous-même et nous, on doit les soutenir dans ce parcours. Tu disais tout à l'heure que l'idée, c'était de les amener tous vers leur réussite. Comment ça se traduit ça au quotidien? Alors, par plusieurs choses. Déjà, une ambition générale, c'est que tout le monde ait son diplôme, à condition évidemment de travailler dur et de jouer le jeu. Donc, on essaie de faire en sorte que tout le monde arrive au titre. Il n'y a pas de sélection par le bas dans le passage entre la première et la 2e année, 2e et 3e année. C'est véritablement du volontariat. La deuxième chose, c'est qu'on a bien conscience de ce que ce parcours peut être quelquefois un petit peu chaotique, il peut y avoir des hauts et des bas. Et donc, on a mis en place toute une série de process qui permettent d'identifier les risques de décrochage. Donc, des WhatsApp très faciles d'accès, des numéros verts, un système de délégués qui nous remonte les sujets. Donc, on est très attentif et on le dit haut et fort à ceux qui pourraient rencontrer des difficultés parce que c'est normal. C'est normal que sur un parcours de 3 ans, quand on sort du cadre strict du lycée, par exemple, à l'école, l'emploi du temps d'une semaine à l'autre va à chaque fois être différent parce qu'on pratique une pédagogie par étapes successives, par construction de blocs. Donc, tout ça, c'est un peu déstabilisant quand on sort du lycée. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils n'habitent plus chez leurs parents. Donc, on est attentif et on leur explique bien que s'il y a un problème, il faut lever la main. Et si le voisin a un problème, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Et généralement, on est largement récompensé de cette attention.
J'ai en tête, par exemple, une étudiante qui a été vraiment limite à la fin de la 2e année et qui s'est retrouvée à défiler, c'est-à-dire qu'elle est dans les meilleures étudiantes de sa promo l'année d'après. Ce défilé, justement, il a lieu tous les ans en juin. Moi, je suis invitée depuis un certain temps. Il consiste en quoi? En fait, on sélectionne une vingtaine d'étudiants qui sont pour nous les meilleurs de leur promo. C'est-à-dire que, et là je parlerai de sélection par le haut ou sélection par l'excellence. Je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition c'est que tout le monde ait son titre. Mais on veut quand même donner un signal très fort à ceux qui nous paraissent être les plus créatifs, les plus complets dans leur expression, etc. Donc ce défilé, il s'est déroulé les 3 dernières années à l'Élysée-Montmartre, qui est un lieu magique qui est utilisé également dans les Fashion Week des marques professionnelles, devant alors les amis, la famille, mais aussi, et peut-être surtout en un sens, des professionnels de très très haut niveau qui reviennent bluffés par le niveau de Lisa Mode Paris. Dans leur esprit, aujourd'hui, Lisa est clairement l'une des meilleures écoles de mode à Paris et ils sont impressionnés du niveau qui est atteint au bout de 3 ans, qui est largement comparable à un niveau qui pourrait être atteint dans d'autres écoles à l'issue du master. Donc 3 ans, ça veut dire que certains ont un très bon niveau. Le marché du travail aujourd'hui est structuré de telle sorte à ce qu'il accueille plus facilement les bac+5 ou les bac+3 suffisent? Alors, la réalité, c'est que le marché est quand même plutôt orienté sur les bac+5. Je pense qu'aussi, il y a un très haut niveau technique et un très haut niveau de créativité. Le niveau de maturité personnelle n'est pas toujours là. Et en plus, on peut soit aller plus loin dans ce domaine de créativité par le Master Fashion Design et Innovation, mais on peut surtout compléter et peut-être accentuer la professionnalisation en faisant un master qui a des composantes commerciales et marketing beaucoup plus substantielles. Et quand même, dans le monde de la mode et du luxe d'aujourd'hui, c'est indispensable. Comment va le secteur de la mode aujourd'hui? Le secteur de la mode et du luxe est un des principaux secteurs français, de l'industrie française. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que la mode et le luxe, c'est l'aéronautique et l'automobile réunis. C'est un secteur qui globalement va très bien parce qu'il est dominé par des grandes entreprises françaises, donc avec des centres de décision à Paris, des centres de création à Paris. Il n'y a pas beaucoup d'industries dans le pays qui peuvent en dire autant. C'est un secteur qui recrute. Alors après, conjoncturellement, le secteur du luxe a connu un petit plateau, mais ils sont en train de s'en sortir. Les chiffres de Cartier récemment étaient extraordinaires. Donc LVMH, Chanel, Hermès, tout ça, ce sont des entreprises qui vont bien, y compris dans un niveau de prix moins élevé, des Sandro-Mage, des Lacoste, même des Decathlon, avec lequel on travaille, le groupe Beaumanoir qui est moins connu. Tout ça, ce sont des groupes qui vont très bien. Ensuite, la mode, au sens de l'habillement, peut faire un petit peu peur, mais il ne faut pas s'arrêter au fait que des marques qu'on a connues dans les années 90 ou 2000, auxquelles on était attaché, disparaissent. C'est naturel. Elles sont remplacées par d'autres qui sont tout aussi florissantes. Et finalement, il y a un renouvellement constant qui fait qu'au total, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans le secteur. Est-ce que la fast fashion ou la très, très fast fashion comme, je pense à Shein, ce qui vient de s'implanter là au BHV, est-ce que ça, c'est des débouchés possibles pour vos étudiants ou c'est pas du tout, le même secteur? Alors, c'est le même secteur en sens que les gens s'habillent d'une manière ou d'une autre, qu'on mette un pull Loro Piana à 2 500 € ou un pull Shein à 5 €, toujours pour se protéger du froid et se donner une certaine image. Non, Shein est quand même, enfin, les organisations de l'industrie, nous, on est très proche des organisations de l'industrie. La Fédération de la haute couture et de la mode, la Fédération du prêt-à-porter féminin, nous, on est en relation directe avec eux et ce sont des amis personnels de l'école. Donc on est très, très en symbiose avec l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle essaie de dresser des barrières qui me paraissent totalement raisonnables face aux abus de la fast fashion. D'autre manière plus générale, l'école est très engagée dans la mode durable, à la fois dans l'apprentissage des compétences et des techniques de la mode durable et puis de manière plus générale dans la sensibilisation des étudiants aux enjeux planétaires. Donc Chine est une préoccupation ou l'équivalent parce que c'est vraiment pas soutenable pour la planète à moyen terme. Après, il faut quand même embrasser la nouveauté et comprendre comment on a pu en arriver là et quelles sont les bonnes choses à en tirer. On m'a parlé en préparant l'entretien de l'IA.
quelle place a cette nouvelle approche dans vos enseignements? Alors les choses vont très vite, hein, donc on est en train de mettre en place toute une série de dispositifs qui intègrent l'IA. On va donner, par exemple, en fashion business, il y aura une composante de chaque rendu d'un centre de workshop qui devra intégrer l'IA de manière explicite. C'est-à-dire qu'on va passer d'un stade où tout le monde utilise l'IA de manière un petit peu cachée, voire honteuse, à on va vous apprendre à vous servir de l'IA et vous allez nous dire exactement pour tel rendu comment vous l'avez utilisé et qu'il y a un vrai dialogue, 30% de la note, hein, quand même. Donc, on est convaincu que demain, l'IA va être au cœur du business de la mode et en matière de créativité, on va embrasser le sujet, c'est clairement de la créativité augmentée. Et tout ce qu'on va essayer d'apprendre à nos étudiants, c'est comment se servir des outils pour aller plus loin, pour éveiller leur curiosité. Le danger, c'est qu'ils s'enferment dans une bulle cognitive, hein, pour employer les mots, et qu'au contraire, on veut faire éclater la bulle et les amener à aller créer des choses qu'ils n'auraient pas fait sinon. Donc, clairement, l'IA va bouleverser. Moi, j'étais en Chine il y a 15 jours. C'est évident que ça va bouleverser notre industrie, comme beaucoup d'industries. Notre partie, c'est d'y aller à fond de façon à ce que ça devienne un atout pour nos étudiants. Et un atout différenciant, parce que demain en entreprise, un étudiant qui est très à l'aise avec les systèmes, mais aussi qui a compris ce qu'il y a derrière, les enjeux, les limites, les risques, les biais, etc., sera un étudiant mieux équipé et certainement plus attractif. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions technologiques dans l'enseignement? Tout à fait. Non seulement l'école est tout à fait équipée de toutes les machines nécessaires qu'on trouverait dans les meilleurs studios, mais également les logiciels, donc la suite Adobe complète. Et tous les étudiants en fashion design ont une licence Claude 3D, qui est le logiciel dominant en matière de modélisme virtuel, et qui est un outil qui est de plus en plus utilisé par toutes les maisons. Avant de parler des modalités pour rejoindre l'ISAMOD, peut-être qu'on pourrait parler des débouchés et des métiers. Qu'est-ce qu'exercent comme métier les étudiants qui sont sortis l'année dernière ou les années précédentes? C'est difficile de résumer tellement il y a une infinité de métiers. Alors, en fashion business, beaucoup de métiers, beaucoup de recrutements dans l'influence, dans la communication, dans le marketing, les événements, la gestion commerciale. En fashion design, c'est plus compliqué dans la mesure où les étudiants peuvent arriver, les tout jeunes, avec l'idée de devenir le prochain Yves Saint-Laurent ou le prochain Jacques Mus, devenir styliste, avoir sa marque, exprimer son univers créatif. Tant mieux s'il y en a qui persistent, et on en a quelques-uns. Là, l'autre jour, je disais que j'étais en Chine. On a un de nos étudiants qui a eu le Grand Prix 2023 en sortant de l'ISA et qui présentait sa marque devant à une conférence internationale avec un très joli défilé. Mais c'est une minorité. Là, la réalité, c'est qu'on découvre au fur et à mesure qu'on comprend l'industrie, qu'on connaît les métiers, que ce métier de styliste est une chose, mais il y a des métiers de développeur, il y a des métiers de recherche, il y a des métiers qui sont liés à l'image. L'autre jour, je discutais avec l'une des responsables de la marque Destré, qui est une jolie marque qui monte, et qui me disait, mais finalement, chez nous, la créativité, elle est chez les sourceurs matières, c'est-à-dire des gens qui vont aller de par le monde, aller trouver des nouveaux tissus, des nouvelles matières, des nouveaux cuirs, pour stimuler la créativité des stylistes. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Donc au total, et ce sont des métiers passion. On peut tomber amoureux du cuir et en faire son métier, alors qu'on n'avait jamais imaginé en terminale que ce soit le cas. Mmh. OK, merci beaucoup pour, ces détails. Parlons donc d'un jeune qui a envie de travailler, rejoindre, étudier la mode. Dans son année de première et terminale, qu'est-ce qu'on peut recommander aux parents? Alors d'abord qu'il ait son bac, et ça reste quand même à la fois pour nous le sine qua non, et puis la bonne formation, éveiller sa curiosité, l'amener à s'intéresser au monde de la mode. Mais il n'y a pas de préparation particulière. Nous, ce qu'on demande à l'entretien en fashion design, c'est un petit portfolio qui démarre la conversation, qui permet justement d'objectiver un petit peu cet engagement, d'objectiver un peu cette curiosité. Mais d'abord, on n'est pas sélectif au sens strict du terme. Et deuxièmement, si un étudiant ne sait pas dessiner ou ne sait pas coudre, ben c'est à nous d'apprendre à dessiner ou à coudre.
Pour qu'il vous présente son portfolio, j'imagine qu'il faut qu'il candidate. Mais avant ça, peut-être qu'il faut qu'il vienne à une journée porte ouverte? C'est certain, et c'est d'autant plus vrai que l'ISA Mode Paris, il y a une ambiance particulière. Il y a quelque chose dans les murs, il y a une ambiance familiale, c'est une maison. Les étudiants ont le sourire, les étudiants travaillent, tous les gens, que ce soit des étudiants, des parents, des professionnels, les professionnels me disent, quand on vient chez toi, il se passe quelque chose, c'est pas la même ambiance que dans d'autres écoles. Ça, on ne peut l'éprouver qu'en venant. Donc on a un centre de journée porte ouverte, les prochaines Elles seront sur le calendrier de l'orientation, tout indiqué. voilà, mais on a d'autres dispositifs qui permettent de venir à l'école pendant l'année. On a des après-midi d'entretien collectif qui permettent de découvrir l'école et on a des dispositifs plus ponctuels pour participer à des classes. Et lors de l'entretien d'admission, on peut organiser également une visite de l'école. Donc ça vaut vraiment le coup de se rendre compte de soi-même sur ce qui se passe. Est-ce qu'il faut que les parents viennent aux journées portes ouvertes? Nous, on n'est pas dans une attitude où on exclut les parents de la communauté apprenante, ça c'est certain. Après, à la fin, on a quand même des étudiants qui sont majeurs et qui doivent apprendre non seulement leur métier, mais apprendre à être des jeunes professionnels autonomes. Donc, à un moment donné, il faut savoir leur lâcher la main. Mais les parents sont toujours bienvenus et je suis ravi de répondre à leurs questions. Comme je dis souvent, lors des journées portes ouvertes, le parcours se fait guider par des étudiants. Donc les jeunes peuvent parler à des étudiants, des étudiantes qui ont 1 an ou 2 de plus qu'eux. Et à la fin, généralement, on vérifie, mon équipe et moi-même, que tout s'est bien passé et je propose aux parents de répondre à des questions de parents. Donc vous êtes les bienvenus. Bon, super. Ensuite, pour candidater, comment est-ce qu'on fait? Pour déposer sa candidature, on se retrouve sur le site? Oui, sur le site, on peut, soit déposer sa candidature, soit, si vous téléchargez, la brochure, par exemple, ou on peut prendre des rendez-vous en ligne d'admission, mais sinon on est rappelé, par, des gens de l'équipe. À quelle période on peut candidater? Toute période, est possible. Les entretiens d'admission sont ouverts depuis le 15 septembre. Je dirais quand même que les classes se remplissent et qu'il ne faut pas, trop tarder parce qu'on ne veut pas avoir des classes trop nombreuses et donc c'est premier venu, premier servi. Vous n'êtes pas sur Parcoursup, donc il n'y a pas de calendrier, les contraintes de Parcoursup. D'accord. Un petit mot de la fin pour les parents? Déjà, ils ont une grande chance d'avoir des étudiants qui sont, passionnés par des métiers, d'art, des métiers de création, des métiers, qui savent allier, l'émotionnel et le business. Donc, nous, notre job, c'est vraiment de prendre soin de leurs enfants pour que cette, passion devienne, un métier, qu'ils aient une vie professionnelle la plus épanouie possible. Très bien, merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.